Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Anakaland pour cette nouvelle review de l'épisode 4 de la série The Last of Us. Encore désolé pour le délai de sortie de la vidéo, mais comme annoncé la semaine dernière, ce week-end j'étais à la Geek Days de Rennes. Déjà, c'était un excellent moment. Et surtout, j'ai pu y croiser Boris Rélinger, qui n'est autre que la voix française de Joel Miller. J'ai pu lui poser quelques questions, mais je vous garde ça pour plus tard dans la vidéo. L'épisode 4, intitulé Please Hold My Hand, s'il te plaît prends ma main, bien plus court que les précédents, à peine une quarantaine de minutes, l'épisode le plus court de la saison à ce jour. On remarque d'ailleurs un schéma, un épisode long de plus d'une heure, et ensuite un épisode plus court, probablement pour se remettre des émotions du précédent. Cet épisode 4 est réalisé par Jeremy Webb, qui a aussi réalisé le 5e épisode, donc les deux épisodes formeront certainement un bloc narratif. Dans cet épisode, on se retrouve notamment à Kansas City plutôt que Pittsburgh comme dans le jeu. Petite différence géographique, mais qui ne change rien au propos pour le moment. Cet épisode comporte également bon nombre de séquences identiques à celles du jeu, c'est une succession de copier-coller des scènes de celui-ci. Et bien que tous ces clins d'œil empruntent au jeu ses meilleurs passages, ça reste dommage après un épisode 3 qui bouleversait complètement la narration de la série. Sur le point de vue du développement du lore, c'est cool, mais on retrouve un peu le manque de surprise des premiers épisodes. Bref, un épisode très court dans lequel le développement des personnages reste central et donc sans grande avancée du côté de l'histoire. Pensez à me donner votre avis sur cet épisode et la série en commentaire, et attention aux spoilers pour ceux qui ne sont pas à jour, et pour les autres, c'est parti. L'épisode commence à nouveau sans introduction dans le passé. On retrouve directement Joel et Ellie qui font une pause sur leur route vers Tommy. Tout d'abord, on y voit Ellie qui fait mumuse avec son tout nouveau jouet, le pistolet trouvé chez Bill. Ici, on ressent de plus en plus son attirance pour la mort, comme lors de l'explosion de rage de Joel à la fin du pilote. De son côté, Joel fait le plein d'essence, et j'ai notamment apprécié la cohérence scientifique de la dégradation du carburant en 20 ans. C'est un petit plus. Ainsi que sa petite réflexion sur le fait que malgré la pureté de notre essence, on ne va jamais vraiment loin avec, coincé dans notre petit train-train. Ensuite, on arrive à un grand moment de la relation entre Joel et Ellie, alors que cette dernière commence à lui raconter des blagues issues de son fameux livre. Et tout au long de cet épisode, ces blagues seront un prétexte au rapprochement des deux personnages, Ellie tentant de faire baisser sa garde à Joel au travers de ce qui est pour elle le summum de l'humour, et Joel de son côté qui essaye de ne pas rire. De plus, dans ce début d'épisode, on en apprend plus sur Tommy et son passé. Ancien militaire devenu une luciole avant de disparaître dans le Wyoming pour refaire sa vie. Mais ça, Joel ne le sait pas encore dans la série. Et grâce à cette conversation à propos de Tommy, on découvre que Joel ne croit pas que le monde puisse être sauvé. Pour lui, c'est foutu. Il faut simplement faire avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il ne croit pas au projet des lucioles. Mais, et Ellie dans tout ça ? Ensuite, alors qu'ils ont repris la route, on a droit à notre première séquence issue du jeu. Totalement identique, même si elle n'a plus vraiment le même impact. Elle trouve par pur hasard la cassette de Bill avec la chanson de Hank Williams, enfin, et surtout le passage du magazine pour hommes adultes. Du pur fanservice, qui est cool certes, même si tous ces objets tombent un peu du ciel dans la série. De plus, là où le bas blesse, c'est sur la cohérence avec les nouvelles versions de Bill et Frank. Peut-être qu'effectivement pour la blague l'un d'eux a ramassé ce magazine lors d'une de leurs balades, mais on nous a plutôt présenté des personnages romantiques, donc est-ce que ce genre de lecture leur correspond vraiment ? Bref, ces passages de l'épisode en voiture sont surtout un prétexte à voir de très beaux panoramas de ce monde post-apo dans lequel la nature a repris ses droits, toujours aussi magnifique d'ailleurs. Et lors de leur nouvelle pause pour se reposer, Ellie nous refait une session blague, mais surtout on voit que Joel tente d'éduquer Ellie à la vie dans le monde sauvage. Le vrai danger ne vient pas du champignon, mais des survivants. Ce qui risque d'être un fait récurrent dans la série, contrairement au jeu. Ce qui amène Ellie à s'en inquiéter au moment du coucher, et alors que Joel se veut rassurant, il lui fait la promesse qu'elle sera en sécurité. Et comme on l'a déjà vu, Joel ne fait pas de promesse à la légère, donc plutôt que de se reposer, il monte la garde toute la nuit. Alors que le but de cet arrêt était bel et bien de pouvoir dormir un peu avant de reprendre la route. D'où le fait que le lendemain matin, il a besoin d'autant de café. Le péché mignon de Joel devient un prétexte pour un placement de produit dans la série. Et c'est à se demander avec le recul si HBO n'a pas un partenariat avec Starbucks. Déjà, dans Game of Thrones, on a eu Daenerys qui se boit un café à Winterfell, et là, c'est Ellie qui fait référence à la célèbre chaîne de café. Dans cet épisode, on voit surtout Ellie s'affirmer. Elle se détend en présence de Joel et lui parle même comme si c'était son pote. Un peu vulgaire même parfois. Bella Ramsey n'est pas vraiment transcendante en adolescente ingénue, mais elle est convaincante dans cette version d'une Ellie psychopathe en devenir. De plus, on a un petit mot sur le fait que le sac de couchage qui ne pue pas est celui de Frank. De là à faire un lien avec le « va prendre une douche » de l'épisode précédent, on peut en conclure que la vie de solitude de Bill n'a pas fait du bien à sa notion d'hygiène corporelle. Blague à part, et pour en finir avec l'ambiance road trip, on a un dernier copier-coller avec la séquence d'Ellie qui s'endort en voiture avant d'arriver à Kansas City. Dans le jeu, c'est un pont bloqué qui les oblige à entrer dans Pittsburgh. Et là, c'est un tunnel, mais sinon, tout est pareil. Et on y fait alors la rencontre d'un nouveau groupe d'humains qui tentent une embuscade à Joel et Ellie, les obligeant à abandonner leur véhicule chargé à bloc.
remettant enfin les compteurs à zéro niveau ressources. De plus, ce groupe est et sera plus développé dans la série. Alors qu'il n'était qu'un obstacle sur notre route dans le jeu, ici, Neil Druckmann et Craig Mazin leur ont créé une véritable histoire. Ce groupe dirigé par une certaine Kathleen semble avoir mené une révolution au sein de la ZQ, se débarrassant de l'autorité de la Fedra. Mais tous ses membres et les collaborateurs, comme elle les appelle, ne sont pas morts. Certains ont fui et se sont cachés lors de leur révolution. Et Kathleen les traque donc pour se venger. Mais elle en devient pire qu'eux, une véritable extrémiste qui veut éliminer tous ceux qui ne sont pas avec elle. Et si on ajoute le quiproquo avec Joel qui s'est fait attaquer par ses hommes, ça annonce du grabuge. En effet, ce sont eux qui ont attaqué Joel et Ellie, mais Kathleen se positionne immédiatement en victime sans vraiment chercher à analyser la situation, car ça l'arrange bien. En plus, elle attise la violence de ses followers en bonne tweetos, donc la seule solution sera certainement la fuite pour Joel comme pour Ellie. Surtout si on imagine qu'ils seront occupés par les infectés venus avec le colosse que j'attendais tant que l'on voit sortir du sol dans les trailers. Cela va-t-il enfin arriver dans l'épisode 5, sortant de cette espèce de cratère que découvre Kathleen? Et concernant ce cratère, est-ce seulement le sous-sol qui est infesté d'infectés, ou est-ce plutôt un nœud, un noyau de mycélium qui se développerait sous terre, une sorte d'amas de champi qui s'étendrait sous la ville et qu'il ne faudrait donc pas titiller sous peine d'attirer tous les infectés du coin? Et en ça, je pense que les mots de Boris Rélinger ce week-end pourraient coller. Car quand je lui ai dit que j'étais tout de même déçu du manque d'infectés dans la série pour le moment, certes il ne pouvait rien dire de concret, ce qui est compréhensible, mais il m'a répondu quelque chose du genre « T'inquiète, ça va plus tarder », et a ajouté qu'on n'était pas prêt. Donc j'imagine, et j'espère, une séquence mémorable. Même si on a aussi pu lire que les infectés passeraient très vite au second plan à nouveau dans la série. Et si c'est vrai, c'est dommage, mais en même temps, on nous dépeint surtout les humains comme le grand danger, donc ce serait cohérent avec la narration choisie. Toutefois, là où ça reste très frustrant, c'est que niveau gore, HBO nous avait habitués à mieux. Entre Game of Thrones, House of the Dragon et bien d'autres, HBO nous livre en général des univers aussi riches que trash visuellement. Mais là, la série est encore un peu trop lisse. On est très loin de la violence et des effusions de sang des deux jeux. Toutes les morts sont propres et ont lieu hors champ. Donc espérons que les censeurs n'aient pas totalement eu gain de cause pour cette série. Et concernant Ellie, elle est obsédée par sa nouvelle arme et l'utilise finalement sur quelqu'un pour sauver Joel. Mais elle est très peu bouleversée par ça. Elle a sa petite larme à l'œil qu'elle essuie aussi vite que ses remords, mais Joel lui s'en veut. Il se sent coupable qu'elle ait eu à se salir les mains pour le sauver. Alors que de notre côté, on a vraiment l'impression que donner la mort est la seule chose qui la fait vibrer. Et concernant encore la violence, plus tard quand Ellie demande à Joel s'il a déjà tué des innocents, ça semble cacher quelque chose. Ellie navigue entre crainte et fascination pour cet homme avec qui elle voyage. C'est un tueur, mais elle semble plus l'admirer qu'en avoir peur. Est-ce qu'elle se reconnaît réellement en lui, car elle aussi a déjà eu envie de faire du mal à des innocents? Ou cela fait-il référence au fait qu'elle aurait tué Riley pour l'empêcher de se transformer, et ainsi découvrir son immunité? Ce que l'on découvrira plus tard dans l'épisode qui porte le même nom que le DLC du jeu, Left Behind. Ellie donc est très proche de glisser sur la mauvaise pente, mais Joel tente de l'en préserver. Il ne veut pas qu'elle devienne comme lui. De plus, j'ai beaucoup aimé ce moment de fou rire à la fin, qui signifie que les deux personnages se rapprochent enfin. Joel se laisse attendrir par Ellie et éprouve de plus en plus de confiance en elle. Il lui a par exemple rendu son arme après avoir vérifié qu'elle savait s'en servir. Et de son côté, la jeune femme recherche clairement un père en Joel, alors que lui ne cesse de répéter qu'elle est juste une cargaison. Mais on voit bien que c'est de moins en moins vrai. Enfin, l'épisode se conclut avec l'apparition de Henry et Sam dans une position dominante et agressive. Dans le jeu, Joel et Ellie dominent clairement la situation lors de leur rencontre, mais pas là. Et la justification est plutôt sympa. Depuis le début de la série, Joel et Tess faisaient des références à leur grand âge. Ici, Joel nous annonce qu'il a 56 ans et confirme que les escaliers sont sa némésis, comme pour Tess dans le pilote. Et une autre faille de ce vieux bonhomme, celle de son audition qui provoque cette délicate situation de la rencontre avec Henry et son petit frère. Alors que Joel n'entend même pas son système d'alarme le prévenir de leur arrivée. De plus, dans la série, Henry n'est plus seulement un mec qui passait par là avec son frère, mais un habitant qui fuit la ZQ. Au final, on les croise peut-être dans leur ville de départ, avant qu'ils ne passent plus tard par la case Pittsburgh. Donc on va avoir droit à un peu plus de background pour les deux frères. Sont-ils réellement des collabos de la Fedra, ou est-ce un délire de Kathleen? Et Joel et Ellie vont-ils vraiment s'associer à eux pour quitter la ville discrètement? Peu importe avec qui ils s'allient, tant que cela sert leur quête? On a donc des personnages à la fois plus profonds mais plus sombres que dans le jeu ici. Alors que la Ellie du premier jeu était encore innocente et que Joel cherchait la rédemption, ici on a plutôt deux êtres bousillés qui font plus équipe pour le pire que pour le meilleur. Voilà, donc un épisode assez court dans lequel l'histoire n'avance pas tant que ça, mais très riche en développement de ses personnages principaux et aussi secondaires, certains ayant été créés juste pour l'occasion. On commence à être habitué à présent, mais ça reste pas mal frustrant, je pense, pour beaucoup de fans du jeu vidéo. Et cet épisode pousse très fort sur les emprunts aux jeux vidéo, on a même droit à un moment QTE alors que Joel pousse la porte avec Ellie de l'autre côté. Dans le jeu, ces moments font office de chargement, mais là, c'est juste un très gros clin d'œil. Ça va très loin au niveau des références au jeu, parfois trop, et je ne suis plus vraiment convaincu qu'autant de fanservice soit nécessaire dans la série.
Donc un épisode un peu plat niveau action et développement je trouve, nous laissant nous remettre de nos émotions de l'épisode 3 qui lui était brillant. Et les rares infos soutirées à la voix française de Joël laissent bien penser que l'on va bientôt avoir notre dose d'infecté, mais à trop nous teaser le colosse et ses copains, on risque de finir par perdre patience. En tout cas, moi oui. Donc plus que quelques jours à patienter pour le prochain épisode qui sera diffusé vendredi aux US, pour ne pas se confronter au Super Bowl de dimanche, donc une bonne nouvelle pour les fans français qui pourront voir l'épisode 5 dès samedi matin sur Prime Video. Donc je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo, pensez à commenter, je suis très curieux de votre opinion sur la série à ce stade, et partagez pour donner de la visibilité à la vidéo, je vous en remercie par avance. Je vous laisse, et à très vite, sur Anakaland. Bye.